Alors si vous le voulez bien, nous allons reprendre la séance car le programme est très dense cet après-midi avec au moins 7 intervenants. Donc nous allons commencer sans plus attendre avec Nicolas Carbonnier et Nathalie Ponsard qui nous viennent de l'université de Clermont-Ferrand et qui, après les pays étrangers que dont nous avons entendu parler il y a quelques minutes, nous allons donc revenir en France et dans le milieu étudiant clermontois. Vous avez la parole pour 20 minutes. Merci. Merci. Alors, comme partout en France, le mouvement de mai le micro. Faut appuyer sur Donc le mouvement de mai engendre une onde de choc sans précédent, en particulier dans le milieu militant. L'événement participe des années 68, ce qui l'inscrit dans un temps long, et notamment à Clermont, où il existe une permanence des structures politiques et syndicales, au moins jusque dans les années 70, voire dans les années 80. Ainsi, pour Roger Quillot, maire de Clermont de 1973 à 1997 et enseignant à l'université de Lettres en 68, 68 entra dans nos vies et la cassa en deux, avant, après, englobé dans un pendant qui durera des années à Clermont et pour nous. Alors, au cours des années 70, la construction d'une mémoire étudiante et médiatique a lieu. Elle est fondée sur des autobiographies de leaders étudiants, le plus souvent parisiens, et désignés comme des porte-paroles. Ainsi, le mouvement étudiant provincial, de même que les acteurs ordinaires, sont évincés, tandis que le mouvement ouvrier est éclipsé, alors que mai-juin 68 donc, a connu la plus grande grève du XXe siècle. Et donc, à partir de 1998, une floraison de travaux historiques sont publiés, notamment en 2008, et qui révèlent tout un ensemble de pas de côté qu'il est utile de rappeler ici, c'est-à-dire un retour sur des sources historiques produites à l'époque de mai-juin 68, et qui réaffirme le caractère politique du mouvement, une attention particulière aux acteurs ordinaires du mouvement mai-juin 68 dans des villes universitaires de province, et également l'inscription du moment mai-juin 68, tu l'as rappelé, dans les années 68, avec une réhabilitation du mouvement ouvrier qui ne s'explique pas seulement par l'étincelle du mouvement étudiant. Donc notre travail s'inscrit dans ce déplacement historiographique. Il combine donc deux approches que je rappelle rapidement. Nicolas, qui est spécialiste du mouvement étudiant clermontois de 1968 à 1986 et qui a exhumé et exploité tout un ensemble de sources, un gros ensemble de sources produites par l'AGEC, qu'il a croisé avec des archives des RG, des entretiens oraux. Et moi-même qui a eu une démarche d'enquête d'histoire orale fondée sur un corpus de 35 personnes, une enquête centrée en fait sur la compréhension justement des jeux de rencontres en milieu militant puis d'Aumois entre ouvriers et étudiants, ouvriers et autres catégories sociales, et qui visait à reconstituer justement des parcours politico-syndicaux à la fois individuels et collectifs pour saisir le capital militant et ses éventuelles reconversions. Donc dans mon travail, la mémoire est à la fois objet d'histoire, l'histoire de cette mémoire, et source pour l'historien. Et en fait, je n'oppose pas forcément mémoire qui, par nature, serait déformée et subjective à l'histoire qui serait objective et scientifique. Voilà. Alors, l'espace clermontois, en deux mots, c'est une ville traditionnellement ancrée à gauche depuis 1945, préfecture du Puy-de-Dôme, donc elle incarne le pouvoir gaulliste qui est contesté. C'est une ville universitaire de plus de 13 000 étudiants, qui compte par rapport à la moyenne nationale davantage d'étudiants issus des classes moyennes et populaires, plus syndicalisés également en 68 que la moyenne, et d'autre part, c'est une ville industrielle marquée par la grande firme Michelin et tout un ensemble de petites et moyennes entreprises dans la chimie et la métallurgie. Et dans cet espace, finalement, ce petit microcosme, le mouvement étudiant a reçu en héritage, en 68 en tout cas, une pratique de lutte commune dont on a déjà parlé, avec le mouvement ouvrier local contre la guerre d'Algérie, et plus récemment, en 1967, des manifestations communes dans une lutte contre la politique gaulliste et le combat contre la guerre du Vietnam. Ce mouvement étudiant est mené par l'AGEC, Association des étudiants clermontois,
qui est elle-même dirigée qui à la fin des années 60 justement est dirigée par Leclerc jusqu'en avril 68, et puis par la FAIR, la Fédération des étudiants révolutionnaires, c'est-à-dire des trotskistes lambertistes, qui mettent au premier plan des thématiques de combats internationaux, lutte contre l'impérialisme américain, lutte contre le capitalisme, lutte également contre le stalinisme. Et donc la particularité de Clermont, de la scène syndicale étudiante, c'est que la GEC est secouée par deux courants concurrentiels, le courant trotskiste et les ESU. En mai-juin 68, la première manifestation de soutien aux étudiants parisiens est organisée. Dès le 9 mai, après une motion commune rédigée par les syndicats étudiants et ouvriers, une manifestation commune a lieu également. Et donc ce mouvement étudiant va avoir des répercussions sur la scène clermontoise en mai-juin 68 et dans les années 68, scène qui est traversée aussi par une autre concurrence assez forte entre d'un côté le pôle cégétiste et communiste et de l'autre le pôle cédétiste et PSU. Donc notre communication va chercher à évaluer l'onde de choc du mouvement étudiant sur le milieu militant à travers deux axes. D'une part, donc, le bouillonnement idéologique étudiant du moment 68 sur le milieu étudiant clermontois dans les années 68, et c'est donc Nicolas qui va se charger de ce premier axe, et dans un deuxième axe, les processus d'appropriation des discours étudiants parmi la jeunesse ouvrière, une certaine partie de la jeunesse ouvrière, et leur impact sur le mouvement ouvrier clermontois. Alors, un des premiers indices de l'impact du mouvement de mai sur le milieu militant, c'est l'évolution du discours militant. Dans les années 60, les militants étudiants clermontois sont déjà assez loin d'un discours purement corporatiste, notamment pendant la mobilisation contre la guerre d'Algérie, et les appels à manifester donc utilisent déjà cette rhétorique de la lutte contre le colonialisme. La politisation du discours, un discours qui est clairement ancré à gauche, s'accélère avant le mouvement de mai, notamment en 66-67 avec cette lutte entre les ESU et les lambertistes. Et on a un discours étudiant qui emprunte de plus en plus à la tradition syndicale ouvrière. On a ainsi de plus en plus d'appels à la grève générale à l'université dès la rentrée 1967 contre la réforme Fouché. Et ce discours trouve un écho particulier à Clermont le 1er octobre 1967, le jour de l'inauguration des nouveaux locaux de la faculté de droit en présence de Georges Pompidou, donc Premier ministre à l'époque. Les militants étudiants donc, perturbent largement le bon déroulement de la journée et défilent en soirée dans les rues de Clermont avec comme slogan « Non à l'État gaulliste ». Donc on voit déjà les prémices de mai 68 qui apparaissent. Et ils seront rejoints dans la soirée par les cortèges de la CGT et de la CFDT. Et donc là, on a des signes de premiers contacts qui se font. En décembre 67, on a aussi des grandes manifestations à Clermont pour la mixité dans les cités universitaires, et les tracts qui sont distribués à ce moment-là abordent des sujets donc, qui seront abordés en mai, notamment non à la répression policière, donc un slogan qui sera notamment actif durant les événements. Alors, avec mai, on voit que cette politisation du discours s'accélère, et dans les différentes publications des structures locales, on a une utilisation de plus en plus large d'un vocabulaire marxiste, qu'on pourrait dire classique, avec la lutte contre les monopoles, l'exploitation capitaliste ou la lutte des classes. Cette redondance de la rhétorique marxiste s'explique aussi localement par une formation théorique solide reçue par les militants de la GEC, notamment lors de stages, qui ont été évoqués tout à l'heure, organisés par le syndicat, durant lesquels des cadres politiques et syndicaux interviennent, notamment les cadres de l'OCI. Les militants clermontois lambertistes ont aussi une orientation ouvriériste qui influe elle-même sur le discours. L'imprégnation du discours étudiant par la rhétorique ouvrière est encouragée par les contacts, de plus en plus nombreux pendant les événements de mai, des contacts qui s'opèrent aussi bien dans les facultés qu'à la sortie des usines ou dans des lieux un petit peu plus festifs, des lieux de rencontre. On peut par exemple citer le restaurant éphémère chez Marion, donc un restaurant créé pendant les événements de mai 68, autogéré par les étudiants et qui se transforme le soir en salle de bal où se rencontrent les jeunesses ouvrières et les jeunesses étudiantes clermontois.
Enfin, il faut quand même noter que ce discours politisé, qui est souvent idéologiquement assez complexe, a plutôt une bonne réception dans le milieu étudiant, où le taux de syndicalisation est supérieur à la moyenne nationale, ce qui illustre en partie donc l'impact de mai sur les cohortes étudiantes, mais aussi la proximité idéologique entre ces différentes jeunesses. Le deuxième bouleversement notable de mai à Clermont est d'ordre plus structurel. Donc avec mai, comme au national, on a une période de forte tension dans le milieu militant étudiant, des tensions qui aboutissent à un émiettement progressif de paysage politique et syndical. Ainsi, à la rentrée 68-69, on voit apparaître de nouvelles structures étudiantes, facultaires ou universitaires, mais qui ont un point commun, c'est qu'elles sont souvent issues de scissions internes à l'UNEF locale. Puisque la domination des lambertistes dans les années 68 est largement critiquée, et elle va engendrer une série de départs de militants donc, entre 1967 et 1968. Ce phénomène d'émiettement, s'il est le symbole d'une effervescence politique, est aussi visible à travers les luttes syndicales quotidiennes ou encore à travers les élections universitaires instaurées par la loi Faure, qui, si elles sont boycottées par une majorité des groupes d'extrême gauche, sont aussi pour certains groupes un moyen d'obtenir une certaine visibilité sur la scène locale qu'ils n'ont pas du fait de l'omniprésence lambertiste. L'autre grand bouleversement structurel lié à mai 68 à Clermont concerne les effectifs militants, puisque mai 68 engendre un phénomène de resyndicalisation dans les populations étudiantes clermontoises, qui, même si on n'atteint pas les chiffres de la grande UNEF dont on a parlé tout à l'heure, est assez notable. Dernière chose sur ces questions de structure, c'est qu'on voit aussi avec mai 68 un bouleversement dans l'expression revendicative, puisque mai c'est quand même un moment de rupture dans les déterminants et les modalités d'expression de la rébellion, et avec mai donc on voit quand même apparaître un rejet des formes classiques de mobilisation, de ce que les jeunes considèrent comme des actions routinières convenues, et on voit un renouveau du répertoire d'action collective localement, avec une adaptation de la tradition syndicale au mode de l'époque, un recours à une direction festive, colorée, on va dire, mais aussi un recours à l'expertise, avec la préparation de rapports, d'études, ou encore l'utilisation des registres de la vertu, de la scandalisation, et la mise en avant également de dimensions transnationales. Dernière chose notable dans le milieu étudiant, c'est que mai 68 donne une forte résonance au combat féministe et surtout donne une visibilité aux militantes sur la scène contestataire. Dès les premières semaines de mai, les étudiantes, pourtant minoritaires dans les structures militantes, se démarquent par leur engagement, et notamment donc dans les occupations de faculté ou dans l'organisation de manifestations davantage liées au combat féministe, de l'organisation de débats, de conférences à la faculté de lettres. Elle participe aussi activement aux Assises nationales des facultés de lettres qui se tiennent à l'été 68 à Clermont, et cette dynamique aboutit à la création de plusieurs structures liées au MLF dans les années 70, notamment à la résidence universitaire Le Bon. Alors cette résidence universitaire, qui est une résidence universitaire réservée aux jeunes filles, est un des lieux privilégiés de la contestation dans les années 68 à Clermont, à cause d'abord d'un règlement intérieur très strict et spécifique à cette résidence par rapport aux autres, et selon plusieurs témoignages recueillis, surtout à la présence d'un gardien très ailé qui notait donc les allers-retours et les allées et venues donc dans la cité. Deuxième chose, c'est que dans les structures militantes, les étudiantes prennent également après mai une place de plus en plus importante, puisqu'on observe une hausse des effectifs d'adhérents, notamment dans l'AGEC par exemple, qui en 67-68 comptait 22% d'étudiantes et qui à la rentrée 68 va en compter 36%. Ce mouvement de féminisation des effectifs est assez notable, mais il va rester quand même il va se faire sur une relative courte durée, puisque dès les rentrées universitaires suivantes, le nombre de filles dans les structures militantes étudiantes clermontoises va diminuer. La deuxième chose, c'est qu'on voit aussi dans ces années 68 apparaître de grandes figures militantes féminines à Clermont-Ferrand, notamment donc à la faculté de lettres. C'est par exemple le cas de Colette Delpic, donc militante lycéenne en mai, qui intègre l'AGEC à son entrée à l'université en 70, avant de prendre la tête de la section UNEF Unité Syndicale en 72, et d'être élue donc première présidente de l'AGEC en 1975.
Mais il faut quand même nuancer cette féminisation du milieu militant clermontois, en particulier dans le cadre d'AGEC, puisque d'abord, dans les années 68, le syndicat est dominé par les lambertistes, dont les pratiques militantes très exigeantes sont souvent qualifiées d'hétéronormées. C'est-à-dire que le groupe met souvent en avant la force physique, notamment dans les services d'ordre, dans les affrontements avec la police, avec les groupes d'extrême droite. Et cette facette du militantisme lambertiste explique la désaffection progressive des militantes qui semblent trouver, par exemple, chez les ESU, des structures un peu plus à l'écoute. Et c'est, par exemple, eux qui mèneront le combat pour la dépénalisation de l'avortement à Clermont. Deuxième nuance, c'est que parmi toutes ces figures militantes qui émergent dans les années 68, beaucoup sont liés aux fondateurs de l'affaire en 68 à Clermont-Ferrand, donc soit filles, soit sœurs, soit femmes, et elles vont occuper donc des places importantes entre 1968 et 1975. Donc ce qu'on voit, c'est que mai 68 transforme profondément le milieu militant étudiant clermontois, et surtout donc donne une visibilité beaucoup plus grande aux luttes étudiantes sur cette scène locale. Donc quel est l'impact de cette visibilité des luttes étudiantes sur le milieu militant ? Dans un premier temps, je vais m'attacher à montrer justement le processus immédiat d'appropriation des discours étudiants gauchistes sur donc une fraction des très jeunes ouvriers, notamment Michelin, et ensuite montrer un impact plus large sur le long terme de ces idées sur le mouvement ouvrier clermontois. En effet, au-delà des banderoles, des notions communes qui montrent un entremêlement des revendications étudiantes et ouvrières dès le début du mois de mai à Clermont, il est possible à l'échelle des individus ordinaires de saisir les empreintes du mouvement étudiant sur les jeunes ouvriers et de comprendre les grandes idées qui permettent des convergences. Donc premièrement, effectivement, de très jeunes ouvriers, quand je dis de très jeunes ouvriers, des ouvriers de 18 ans, dans les manifestations, rejoignent les étudiants donc d'extrême gauche et sont attirés par leurs idées. Ils dénoncent donc la hiérarchie pesante de leurs ateliers en évoquant l'esprit militaire de l'encadrement et donc par là même rejoignent, enfin, en tout cas sont à l'écoute des thèmes de déshumanisation et d'aliénation. Ils vont aussi, grâce à ces discours, défier l'autorité des militants cégétistes en voulant se mêler justement aux actions des trotskistes. Ils ont l'idée de renverser le monde, la société, le pouvoir pour une société plus juste, d'aller jusqu'au bout, prendre la place des patrons. Donc ils sont animés par une utopie révolutionnaire, sans pour autant théoriser la contestation du système capitaliste, mais en tout cas ils vont participer à la contestation du pouvoir patronal et syndical de proximité. Ils vont se révolter contre l'autorité au même titre donc, que des étudiants. Et d'ailleurs, ce qui peut expliquer leur profonde déception face à la reprise du travail. Et donc cette contestation des jeunes ouvriers va provoquer une remise en cause des pratiques du syndicalisme dans le syndicat CGT, notamment Michelin. Dès mai 68, notamment, il critique l'occupation de l'usine telle qu'elle est faite, l'organisation de Bâle notamment, qui est là par contre jugée dépassée, mais il conteste aussi le pouvoir syndical et notamment il critique la sous-estimation des jeunes OS dans la prise de parole, le processus décisionnel du syndicat CGT Michelin. Et donc le syndicat CGT Michelin va devoir prendre en compte ce désir d'autonomie des jeunes par rapport donc aux anciens, ou même aux jeunes ouvriers qui n'ont que 25 ans, mais qui sont des ouvriers qualifiés et qui sont déjà finalement dans la sphère cégétiste. Et en ce sens, donc, ces très jeunes ouvriers forment d'une certaine manière une micro-génération. Ils ont été portés par les discours révolutionnaires tenus par les étudiants de la Fédération des étudiants révolutionnaires, mais aussi, notons-le, par quelques personnalités ouvrières de l'OCI qui travaillent dans certains ateliers de l'usine Michelin. Donc là, il y a une première convergence. La deuxième convergence, sur laquelle je vais aller plus vite, c'est un point de rencontre idéologique entre les étudiants des ESU, des militants du PSU et les cadres cédétistes.
Et donc, on a tout un ensemble donc, de textes et de témoignages qui montrent effectivement qu'il y a une convergence de ce mouvement syndical particulier et donc de ces étudiants, que l'on peut voir notamment dans un des dirigeants dans un entretien d'un des dirigeants des ESU qui manifestait sous la bannière de l'AGEC et qui dit « Pour moi, c'était clair, à l'époque, ouvriers, étudiants, c'était le même combat avec les ouvriers. Pour moi, cela faisait partie de la logique de l'émancipation. C'était ça le terme clé, l'émancipation des ouvriers et des étudiants. » Donc il y a rencontre sur certaines idées, sur l'idée du pouvoir ouvrier et surtout donc sur la question de l'autogestion. Ligne d'autogestion sur laquelle était déjà la CFDT locale depuis 1966-1967, comme le montre tout un ensemble de sources. Donc, si vous voulez, mai 68, dans ce point de convergence, il y a vraiment une rencontre réelle dans la mesure où il y a des dirigeants sédétistes dans les amphis de la faculté de lettres, il y a distribution de tracts par les étudiants des ESU sur la place des Carmes, qui était le lieu de meeting des ouvriers Michelin en mai 68, et en même temps une rencontre intellectuelle sur cette question du pouvoir ouvrier et étudiant et de l'autogestion. Enfin, donc, sans détailler évidemment les parcours des militants, on peut dire que le milieu, les étudiants, pour les étudiants, la thématique de l'ouverture des possibles a été importante. Exemple, un étudiant venant du milieu paysan, militant donc du CMR, c'est-à-dire des chrétiens en milieu rural, débutant des études de maths, va être attiré par le discours anticapitaliste de l'extrême gauche, va donc dans cette période, à partir de mai 68, s'approprier une culture marxisante sans forcément lire d'ailleurs le manifeste du Parti communiste, et va dès 69 décider d'abandonner ses études, de faire une formation de maçon, de travailler dans le bâtiment pour transformer les conditions de travail et en particulier aider les salariés immigrés à poser des revendications. Donc il débute un engagement syndical à la CFDT, et là encore on retrouve les mêmes thématiques de changement de société, d'espérance d'une autre société socialiste fondée sur l'autogestion. Et donc voilà un étudiant qui s'engage à la CFDT pratiquement jusqu'en 95. Bon. Autre étudiante en physique qui a la particularité d'être aussi à ce moment une religieuse entre guillemets, et bien là aussi mai 68 est vécu comme un moment de réflexion sur sa présence au monde qui va déboucher sur là également un basculement, puisque en 1969 elle forme une communauté de sœurs pour pouvoir associer l'engagement au travail et un temps de partage avec des prêtres ouvriers. Elle souhaite vivre une vie de fraternité avec les autres. À partir de 1973, elle a milité à la CFDT, puis ensuite dans les années 90, donc elle s'engage donc dans le syndicat Sud. Donc on a tout un ensemble, si vous voulez, de témoignages d'étudiants bousculés par le mouvement mai 68 et qui rejoignent donc le mouvement étudiant. Et réciproquement, on a aussi, et je conclurai par ça, tout un ensemble d'idées du mouvement étudiant, c'est-à-dire la liberté de l'individu, l'opportunité de voir sa vie autrement, une volonté de changer l'ordre usinier, qui va également altérer une fraction des jeunesses ouvrières. Merci d'avoir tenu le temps de parole. Nous allons rester sur la France et je vous propose
peut-être d'engager le débat après les 2 communications françaises, puis on fera ensuite les 2 communications sur les cas étrangers. Donc, Johanna Casapi et Jean-Philippe Lebois. Alors, très rapidement, on va essayer d'être encore plus court que ce qu'on devait faire. Juste pour placer le contexte de cette intervention, on va dire que Johanna Casapi et moi, on s'occupe de la Cité depuis un certain temps, que la Cité des mémoires étudiantes a une sorte de campagne permanente de collecte de témoignages oraux depuis même avant son existence, puisqu'il y a une mission de préfiguration, et que là, à l'occasion de ce cinquantenaire de 68, évidemment, on a mis l'accent sur cette sous-campagne dans la grande campagne. Parallèlement, il y a aussi à mentionner qu'il y a d'autres travaux et d'autres publications, notamment celles des éditions de l'Atelier, mais aussi tout le travail, je ne me rappelle plus de l'éditeur, plutôt en sciences politiques, où il y a eu tout un recueil aussi de témoignages sur 68. Donc on a encore une nouvelle fébrilité mémorielle, on va dire. Et du coup, l'idée c'était, pour venir au sujet de l'intervention, par rapport à un certain nombre de témoignages qu'on avait déjà recueillis sur la Sorbonne dans les années 68, de faire une opération de remue-mémoire. Donc notre conception du remue-mémoire, nous l'avons expérimenté avec Johanna déjà, avec une émission de radio sur Radio Campus Paris. L'idée, c'est de susciter d'autres témoignages par des premiers témoignages, et de faire que, par le biais d'expositions, par le biais d'initiatives diverses et variées, à la fin du mois, on va aussi expérimenter des lectures théâtralisées, qu'on puisse faire de l'agitation mémorielle et essayer d'enrichir la mémoire par la mémoire. Alors, pour venir au... Donc voilà, ça c'est le bouquin sur la Sorbonne, et donc il y a un travail qui a été retravaillé sur l'avant 68, et le pendant 68 a été largement alimenté par des témoignages. On pourrait vous parler de tout plein de soviets, mais on va se concentrer sur certains, et du coup vous pourriez nous dire, mais d'où ça vient cette histoire de soviets? Alors je passe rapidement sur l'histoire de Potemkin et Aurora. Vous avez l'affiche du film d'Eisenstein si vous avez besoin d'une piqûre mémorielle. Et tout cela vient d'un ouvrage de Edgar Morin, Claude Lefort, oui, et Jean-Marc Coudray, alias Cornelius Castoriadis, où donc Edgar Morin parle de ces deux Sorbonnes, de la commune politique, enfin de la commune étudiante politique et de la commune étudiante universitaire. Et donc c'est là-dessus qu'on va développer. Mais donc pourquoi les soviets? Et donc les soviets, ça vient d'une idée de témoignage, parce que les témoignages, ça apporte des informations, ça apporte des interprétations, ça apporte des ambiances, mais parfois ça peut même apporter des idées qui parfois éclairent encore mieux le passé.
Ça c'est sûr. Du coup, je vais utiliser ma voix pour vous lire un extrait du témoignage de Prisca Bachelet. Elle, c'était surtout sur le mouvement du 22 mars à Nanterre, mais c'était aussi pour la Sorbonne et pour cette commune étudiante. Du coup, elle dit, début des stations, on se retrouve au hasard après les manifs. C'est très chaotique. Ça se discute, ça se revoit, ça se téléphone. On se retrouve dans les manifs. Quelquefois, on se fait des petites soviets dans les manifs pour discuter en paix. Ce qui compte surtout, c'est les manifs et les territoires, les quartiers latents. Voilà. Fin des stations. Et donc, très rapidement, en fait, on se rend compte à chaque fois qu'on recueille un témoignage que on pourrait en recueillir d'autres et que parfois il y a des choses qui nous échappent complètement. Et même quand on a recueilli le témoignage de quelqu'un 10 ans auparavant et qu'on la voit intervenir dans un colloque sur les 50 ans du mouvement du 22 mars, et ben du coup, alors qu'on a passé 8 heures d'entretien, et ben elle parle de choses dont elle ne nous avait pas du tout parlé. Donc, bon, voilà, ce n'est qu'un début. Continuons l'archivage. C'est pour ça que vous avez l'affiche mai 68, début d'un archivage prolongé. Alors, on va juste vous donner quelques exemples de ces petits soviets sorbonnards. Donc, je ne sais pas si vous lisez bien la citation qui est entre Lénine et Mao. C'est comment penser librement à l'ombre d'une chapelle. Donc, c'est peint sur la chapelle de la Sorbonne, qui est côté cour. Hein, quand on était hier à la Sorbonne, qu'on a dû un moment aller dans la cour, vous voyez ces colonnes, mais là c'est tout blanc. Donc vous avez plein de potentiels soviets, et la première manifestation, peut-être la manifestation un peu superficielle, c'est les stands dans la cour de la Sorbonne. Et donc là vous avez par exemple à côté la jeunesse communiste révolutionnaire et Voix ouvrière, qui sont deux tendances trotskistes. L'une, la JCR, va prédonner la Ligue communiste révolutionnaire, actuellement on va dire le nouveau parti anticapitaliste, et Voix ouvrière va donner lutte ouvrière. Mais vous avez aussi on nous a parlé comme ça dans un témoignage dont Johanna vous reparlera peut-être, d'un ancien militant nanterrois qui arrive comme ça dans la cour de la Sorbonne, va voir un stand sur la situation du Yémen du Sud, et que du coup il va découvrir des militants papistes. Bon, voilà, une autre tendance. Alors, là vous avez une autre affiche de la JCR. Évidemment, vous avez les maoïstes qui affichent ostensiblement Joseph Staline à côté du président Mao. Et vous avez d'autres soviets. Désolé pour le montage. Je passe la parole à Johanna. Parce que donc vous avez non seulement des soviets internationaux, géographiques, on avait à en dire un mot, mais vous avez aussi des soviets régionalistes, on va dire. Il y a des Bretons, il y a des Occitans, tout ça. Oui, voilà. Alors, du coup, sur ces soviets où dans une université monde, Jean Douvignon a comparé la Sorbonne occupée à une Babel. En fait, les langues, les territoires s'entremêlent et vouloir au jet d'échelle. Voilà. La Sorbonne s'ouvre aussi bien aux cultures régionales qu'aux différentes questions internationales. Le 16 mai a lieu un meeting breton, catalan, corse, occitan. Divers mouvements régionalistes tiennent un stand dans la cour de la Sorbonne. Il
constituant un comité d'action pour la révolution socialiste des régions, opprimées par les structures capitalistes de l'État bourgeois. Les universités, comme les régions, ne trouvent leur plein épanouissement qu'est dans l'établissement d'une démocratie véritable. Après, il y a aussi Sorbonne du Nord et Sorbonne du Sud. Des multiples nationalités sont là, mais notamment parmi des pays européens, certains ont des mouvements étudiants aux histoires qui ont pu croiser celles de l'UNEF, voire de l'AFGEL. Italie, Allemagne, Pays-Bas, voire Grande-Bretagne. Qu'au des luttes précédentes, on avait un comité d'action italien ouvrière étudiant ou la sélection allemande du comité révolutionnaire étrangère qui a un stand côté cours dans la Sorbonne. Nous, travailleurs étudiants de l'opposition extra-parlementaire allemande, nous considérons votre mouvement avec joie et souhaitons sa victoire sans compromis. Il y a aussi les Sorbonne du Sud. Assez rapidement, se constitue un comité de 3 continents, Afrique, Asie, Amérique, dit encore la tricontinentale, qui a sa permanence escalier A et tient chaque jour des assemblées générales à la fin de la journée. À son assemblée générale du 22 mai, désolé, et décidé la création de 3 commissions, dont une d'information, informe les travailleurs et les étudiants français sur la lutte qui est menée dans les 3 continents et vice-versa. Par ailleurs, il existe aussi un comité d'action ouvrière étudiant du département d'Outre-mer qui siège aussi salle C au 3e étage. Des multiples débats sont organisés sur la situation de tel ou tel pays, des stands tenus plus ou moins régulièrement dans la cour de l'Alma Mater. Alain Lafont, alors étudiant en sciences économiques à la faculté de Nanterre, passe, c'est l'anecdote que Jean-Philippe vient de vous raconter, qu'il passe et du coup il voit, il ne pensait pas qu'il va trouver des camarades lambertistes. Voilà. Papiste. Papiste. Il y avait aussi des lambertistes, mais pas trop dans la cour. Enfin, j'ai pas vu de traces de stand des lambertistes. Alors, donc là, on vous a montré des soviets idéologiques, des soviets internationaux, on va dire. Mais en fait, c'est un peu comme les fleurs pour Mao. Il y a 100 comités d'action qui fleurissent, on pourrait dire mail, etc. Et donc, on ne va pas vous égrener tous les types de soviets. Dans la Troisième République, on aurait appelé ça des comités. En 68, on appelait ça des comités d'action. Mais on peut presque dire que tous les thèmes sont couverts. Même parfois, Johanna reviendra sur le féminisme, mais parfois on dit que l'écologie est arrivée après 68. On voit quand même des traces d'une conférence à la Sorbonne de René Dumont, et a priori René Dumont, il ne va pas parler d'autre chose que des problèmes d'écologie. Alors, rapidement, le Cléop, on ne peut pas ne pas parler du Cléop. Là aussi, alors là c'est les poupées russes, c'est-à-dire que la mémoire du Cléop de Paris nous est arrivée par le témoignage de quelqu'un qui a recueilli beaucoup de témoignages sur 68, à savoir Daniel Berthoud. On n'avait pas encore entendu parler de Cléop pour Paris, donc c'est un comité de liaison étudiants, ouvriers, paysans. Et là, vous avez la seule trace documentaire, on va dire, qu'on ait pu trouver de ce Cléop, qui vient d'Alain Gesgon, qui est un personnage tout à fait remarquable et sensationnel, dont vous pourrez découvrir l'ouvrage à l'entrée. C'est le gros ouvrage sur 68, avec couverture très, très épaisse, avec plus de 300 documents dedans. Et donc, ce monsieur qui, depuis la guerre d'Algérie, récupère des affiches, voire les photographies, etc., a photographié cette affiche du Cléop.
Je passe la parole à Yona. Alors, les débats avec les intellectuels ne manquent pas, où on a vu, il y avait d'abord une intervention d'Aragon, place de la Sorbonne. On peut signaler aussi le débat de Vladimir Jankelevitch avec Daniel Mayer, président de la Ligue des droits de l'homme de l'époque, le mardi 4 juin, à la fin de la journée, dans l'amphi Richelieu, l'amphi qui on était hier. Voilà. Et sans oublier la venue de Jean-Paul Sartre, là on le voit, mais cette fois-ci ce n'était pas dans les petits amphi Richelieu, mais c'était dans les grands amphithéâtres. Voilà. Et notons aussi la citation de Sartre sur l'extension du champ des possibles, qui était extrait d'un entretien publié le 20 mai dans le Nouvel Observateur, et d'une des rares citations d'intellectuels à faire l'objet d'un des panneaux muraux fleurissants dans toute la Sorbonne, sans parler d'autres secteurs comme le théâtre ou le cinéma. Signalons qu'à partir du 18 mai, à la bibliothèque de philosophie à la Sorbonne, puis à Saint-Siège, s'est réuni les comités d'action, écrivains et étudiants. Voilà, je fais aussi... Juste signaler qu'il y avait aussi un comité d'action pour l'autogestion dans le cadre des pensées critiques. Oui. Et du coup, dans les mêmes genres de débats et des soviets, Georges Labassade avait déjà travaillé avec les mouvements étudiants, notamment la mutuelle étudiante, et a débarqué assez rapidement à la Sorbonne avec Jean Douvignon, qui l'a installé les fameux pianos, sur le parvis de la chapelle. Le 15 mai au soir, les comités révolutionnaires d'agitation culturelle qu'ils animent occupent avec d'autres le théâtre de l'Odéon. Oui, voilà. Et après, on a aussi un soviet féministe que pour nous, c'était juste, pour nous, je veux dire, à la cité, c'est un féminisme, c'était un début, un germe, c'est les premières... prise de conscience féministe, on va dire, et l'acte de naissance officiel en général du mouvement féministe est le dépôt le 26 août 70, voilà, d'une gerbe sur l'arc de triomphe à la femme du soldat inconnu, et plus inconnu encore que les 10 soldats. Et pour autant, les actions du planning familial et de la NEF ont déjà commencé à porter leurs fruits avec la loi pour la contraception en 1967. Voilà. Le mouvement de mi-juin permet aussi une prise de parole par les étudiants, et là on voit les fameux tracts de la FMA. Et du coup, c'était quoi FMA? C'était un groupe de femmes, mais pas que des femmes, féminins, masculins à venir, qu'ils ont changé après en féminisme, marxisme, action. Et ces tracts, on l'avait récupéré dans les liesses des tracts, la Sorbonne par elle-même. Je pense qu'on pouvait vous les montrer aussi après, si vous voulez. Voilà. Alors, conclusion rapide. C'est parfait. Alors, conclusion extrêmement rapide, encore plus rapide. Pour Potemkin, on a parlé de Sorbonne Potemkin. C'est un peu comme les trains, un train peut en cacher un autre, un Potemkin peut en cacher un autre. Donc, vous savez peut-être que ce cuirassé était nommé Potemkin en l'honneur du prince Georgi, je crois, mais je ne vais pas dire de bêtises, enfin le prince Potemkin, on va dire, qui était le bras droit de Catherine II de Russie, et qui, donc, à un moment, il devait faire visiter un village à Catherine II en Crimée, et puis c'était pas très présentable, donc du coup les gens ont dit qu'il aurait refait des façades en carton-pâte pour que le village Potemkin apparaisse le plus rayonnant à Catherine II de Russie. Derrière cette petite histoire, en fait, et
en parlant de poupées russes tout à l'heure, c'est vrai que du coup, on a toujours l'impression que d'autres petits groupes, d'autres petits stands sur le Yémen, sur tel ou tel pays, etc., ont pu nous échapper et que donc on a toujours à recueillir d'autres témoignages pour compléter le puzzle. Merci de votre attention. Donc on va peut-être enchaîner finalement avec le cas italien. Donc Giovanni Agostini, Andrea Giorgi et Leonardo Mineo qui sont de l'université de Trente. Donc nous avons un orateur pour représenter ces trois chercheurs. Et vous avez la parole pendant 20 minutes. Merci. Alors je vous dis avant tout que ma fille s'appelle Aurora et ça c'est pas un cas. Et maintenant je viens à parler de la mémoire. Et j'ai toujours Madeleine. C'est important ça, parler de mémoire avec une Madeleine. Et encore, mes références bibliographiques, nos références bibliographiques. Bref, Luisa Passerini, Alessandro Portelli, mais aussi sur Trente, Aldo Ricci, nous l'aimons bien plus qu'il ne nous aime, mais ça c'est autre problème, Concetto Vecchio, et plus récemment, le pauvre Paolo Viola pour l'Université de Palerme, Paola Carlucci pour Pise, Paola Caldonietto qui est élève du collègue Alessandro Casellato sur Padua, et avec un aperçu sur une échelle nationale, Bruno Monomo et Francesca Sorcate, qui nous remercions pour nous avoir confié sa dernière œuvre, qui va paraître dans les prochains jours, je crois après-demain. Et enfin, encore sur 30 l'Université de Trente, Sociologie, 3 volumes. L'un qui en a écrit sur la base des sources écrites, l'autre sur la base des sources orales. Et enfin, un autre volume qui vient d'ici, de Sciences Po, ou bien vient de Gerd Rainer Horn, The Spirit of 68, avec 2 ou 3 chapitres sur 30 qui constituent, je crois, la meilleure épreuve sur base bibliographique qu'on a donnée à propos de l'Université de Trente, de la faculté de sociologie en Italie et de tout ce trouble, 1966-1968. Bref, l'avant-propos historiographique. Maintenant, 2 mots à propos d'histoire et mémoire. Pour ceux qui ont l'habitude de fouiller dans le passé grâce à l'aide de sources écrites documentaires, la présence de témoins vivants de faits qu'ils veulent étudier pose un problème. On m'entend dans les dernières lignes? C'est possible d'entendre mon franco-italien? Oui, ça va? Ok. Alors, c'est un problème. Il s'agit d'intégrer dans les mots d'Eric Hobsbawm, c'est pas moi qui le dis, la mémoire des archives et la mémoire personnelle. Dans le but de multiplier les points de vue dont nous devons tenir compte dans le cadre d'une recherche historique. Et en plus, ceux qui collectent des sources orales dans le cadre d'une recherche historique ne peuvent pas avoir comme seul but celui de découvrir d'ultérieurs témoignages dans la tentative de saisir le fait comme ils sont effectivement arrivés. D'un point de vue optimistique, je dois dire, avec un peu d'optimisme. Le but à poursuivre est plutôt celui de rassembler des matériaux qu'ils puissent servir à ceux qui veulent étudier la façon dont une certaine réalité fut perçue à l'époque par les femmes et les hommes qui la vécurent. Et qu'ils puissent servir, ces matériaux, à ceux qui veulent étudier l'évolution de cette même mémoire dans le temps, se transformant dans les souvenirs, normalement sélectifs, qu'après des dizaines d'années, il est encore possible de détecter. Selon le résultat d'un débat qui s'est développé dès la fin des années 70, l'attention se porte sur la mémoire de faits et sur sa transmission, saisie grâce à la subjectivité des narrateurs. Une oral history qui pose donc au premier plan la dimension de la subjectivité des témoignages autobiographiques, la mentalité des individus et des groupes sociaux. Et ça nous offre, dans les mots d'Alessandro Portelli, une contribution non seulement sur les événements, mais sur ce qu'ils ont signifié pour ceux qui les ont reçus. Et nous les raconte, non seulement sur ce que les gens ont fait, mais sur ce qu'ils voulaient faire, qu'ils croyaient faire, qu'ils croient avoir fait. Sur les raisons, les doutes, les jugements, les rationalisations, et encore plus,
L'intérêt du témoignage ne réside pas seulement dans son adhérence aux faits, mais encore plus dans son écartement de ce même fait. C'est dans cet écart, dans ces erreurs, qu'il s'enfiltre l'imaginaire, le symbolique, le désir. On peut donc concevoir une sorte d'histoire de la mémoire, essayant d'assembler les deux éléments, histoire et mémoire, mais aussi constatant leur divergence parfois irréductible. Et donc, où est-ce qu'il faut placer la genèse de ces mémoires qu'on requiert? Nous pourrions, à la manière du sociologue français Maurice Alvax, considérer ces mémoires comme le produit d'une sorte de mémoire collective, c'est-à-dire cet ensemble d'habitudes, de façons de vivre et de pensées qui sont répandues dans la société, en d'autres mots, sa conscience commune. En laissant de côté toute considération inhérente à la mémoire collective, si elle existe, nous pourrions considérer la possibilité que les témoignages ainsi recueillis soient le résultat provenant d'opérations de récupération de souvenirs extraits des mémoires individuelles, situées cette fois dans le mot d'Augustin, à l'intérieur de notre palais de la mémoire, confession. Nous pourrions enfin aboutir à une interprétation des souvenirs communs, partagés encore après des décennies, comme s'il s'agissait, plus modestement, du produit de la condivision et compréhension intersubjective de certaines expériences particulièrement significatives, une guerre, la contestation du 68, etc., et d'une leur successive transmission et tradition, susceptible de les objectiver, pour ainsi dire, sous une forme de conscience collective qu'on perçoit comme telle. Quelle qu'elle soit l'interprétation du phénomène qui vient d'être décrit, un examen attentif des matériaux qu'on a rassemblés nous invite à chercher les noyaux problématiques autour desquels, comme de nébuleuses, s'épaissent les témoignages. Alors voyons quelqu'un de ces noyaux on choisit. Par exemple, l'organisation du mouvement en Italie. Plus de petits parlements représentatifs, l'Unuri c'est fini, mais de leaders dans l'Assemblée. Il est bien connu que les occupations de 1968 en Italie ont provoqué la fin des expériences antérieures fondées sur les représentatives étudiantes traditionnelles et du petit Parlement national de l'Unuri. C'est différent, en France, l'UNF a survécu, en Italie, l'Unuri a terminé sa vie. À leur place, de tumultueuses assemblées et des leaders capables de gérer et parfois d'orienter ces formes de démocratie directe. Et voyons, le leadership. Très fréquente et partagée parmi les anciens étudiants des 30, par exemple, est le souvenir de la leadership de Marco Boato et Mauro Rostagno. Il y avait les étoiles, se souvient Chiara Saraceno, qui à l'époque était une très jeune professeure. Elle avait le même âge de ses étudiants. Et pour Francesco Alberoni, le chef était Rostagno et Boato. Les deux leaders, cependant, et à propos de ça, la mémoire est bien compacte, ils étaient très différents entre eux. Soutient Alessandro Portelli que dans la mémoire a posteriori, la polarisation entre fantaisie et rationalité s'identifie, en simplifiant, dans la couple Rostagno-Boato. Mauro Rostagno était la fantaisie de la Révolution, en tant que Marco Boato était la bureaucratie de la Révolution. Et c'est Ettore Rotelli, un autre jeune professeur de l'époque. Boato d'un côté, Mauro Rostagno de l'autre. Très différents dans les souvenirs de ceux qui l'ont connu, mais si semblables, si l'on veut, à d'autres couples de leaders étudiants, actifs dans d'autres universités italiennes. Par exemple, à Turin, la couple Guido Viale, Vittorio Riser, présente des caractéristiques si semblables dans la mémoire des autres anciens étudiants qu'ils nous laissent penser à la présence d'un véritable topos. Les pôles de la leadership étaient Guido et Vittorio, comme s'il s'agissait de deux différentes façons de penser. D'un côté, l'extrémisme clair et folle de Guido Viale, et de l'autre côté, la médiation, l'aptitude de Vittorio Riser. Il était capable de saisir les humeurs très différentes qui se développaient dans l'Assemblée, de les synthétiser en différentes positions et de montrer la possibilité d'une médiation ou bien d'un conflit. Et ça, c'est le témoignage de Marco Revelli, le fils de Noto, je crois, confié à Luisa Passerini il y a 20 ans. Et il est enfin de Paolo Sorbi le souvenir d'une pareille polarisation entre une autre couple de leaders étudiants, ceux de la Freie Universität de Berlin, Rudi Dutschke et Hans-Jürgen Krahl, le premier qui était le créatif et l'autre qui était le médiateur. Un autre pôle, un autre noyau. Il était courageux parce qu'il parlait en assemblée où tout le monde se moquait de lui. En italien, c'est un peu plus fort, mais bon, c'est perdu dans la traduction. Autoritarisme et anti-autoritarisme dans les mouvements étudiants.
elles sont au contraire très polarisées et en opposition entre le mémoire concernant l'un des moments les plus importants, à côté des manifestations, de l'activité politique du mouvement étudiant, ou bien l'Assemblée. Les souvenirs individuels de ceux qui participèrent aux assemblées laissent la place à une dimension collective de la mémoire. Les anciens étudiants du mouvement s'accordent à définir cette expérience comme anti-autoritaire, très ouverte, ennemie de tout dogmatisme. La demande d'un nouveau et différent savoir, la critique de l'autoritarisme, la création d'espace pour la parole et la vie en commun sont pour Luisa Passerini les principaux contenus de la contestation, avec référence spécifique à l'expérience du mouvement de Palazzo Campana à Turin. Dans la mémoire d'un des leaders étudiants des 30, encore, Marco Boato, la fin des organisations politiques étudiantes traditionnelles dans le printemps 1968 engendre la création des ainsi dits corps politiques intermédiaires, c'est-à-dire les séminaires, les contre-cours, les groupes d'études, les commissions, tel qu'il soit possible combler la distance entre l'étudiant atomisé et l'assemblée, les collectifs, tout en essayant de réduire les risques découlant d'un lien exclusif avec les leaders, les chefs. Tout à fait similaire est le souvenir d'un des leaders du mouvement étudiant de Turin, et là c'est Guido Viale. L'Assemblée est tout simplement le moment de synthèse d'une organisation bien plus structurée et capillaire qui avait son point de repère dans les groupes d'études. Mais bien différente est la perception, par exemple, de Lorenzo Brunello, étudiant de dernier rang, étudiant à Padoue, fraîchement arrivé à l'université en 1968 et tout de suite tombé sur une assemblée très bondée. Et lui fait idéalement l'écho l'étudiante romaine Manuela Freire. Son témoignage a été recueilli récemment par Francesca Socrate. Et assez similaire est le souvenir de l'oraliste, l'historien oraliste Giovanni Contini, qui ne comprenait pas ce qui s'est passé autour de lui dans l'une de ses premières assemblées à l'université de Florence, quand il avait 19 ans, en 1968. Et alors convaincre les contraires ou les incertains, et ainsi récupérer les positions minoritaires, pouvait-il entraîner le risque de limiter la liberté d'expression dans les contextes de l'Assemblée? On ne sait pas. On pense. Très clair à cet égard est le souvenir de Marco Boato. Elles étaient assemblées pendant lesquelles beaucoup de gens parlaient. Elles étaient ouvertes à tout, parfois même à quelques fascistes. Et de même Paolo Sorbi, celui des 30, je crois, était le mouvement le plus ouvert qu'il y avait en Italie. Parce que dans d'autres universités, il y avait un sectarisme incroyable. Par exemple à Milan, les mouvements des 30 étaient anti-autoritaires, critiques et laïques. Mais à exprimer quelques doutes à cet égard, il est Aldo Ricci. Les jeunes ne sont pas des plantes, son livre, qui se définit comme l'opposition constitutionnelle à l'intérieur du mouvement étudiant des 30. L'Assemblée était le lieu le moins libre, puisqu'il y avait des dynamiques particulières, et celui qui était en gré de contrôler ces dynamiques arrivait toujours à gagner, même s'il n'avait avec lui que 3 personnes, et il arrivait ainsi à écraser l'opinion de la majorité. Il faut à ce propos considérer aussi, par exemple, l'opinion de Santa Cigliano, ancienne étudiante de l'université de Naples, qui a confié à Francesca Socrate qu'en réalité elle se sentait manipulée, et elle ne le voulait pas. Beaucoup plus net est Ettore Rotelli, ancien professeur, mais jeune à l'époque, selon lequel, citation, le niveau le plus haut de l'autoritarisme était atteint dans les assemblées mêmes des étudiants, où la parole était prise par Mauro Rostagno, Marco Boato et les autres selon la durée déterminée par la hiérarchie qu'il y avait à l'intérieur du mouvement des étudiants. Point de vue. Et d'alors, voyons les nouvelles formes de didactique jusqu'à la contestation des professeurs. Dans les mois qui suivirent la vague des contestations du 68, très forte fut la pression des étudiants pour l'organisation d'une nouvelle didactique ouverte et en forme de séminaire, tout le monde le sait. Pour la didactique étaient les moments de contre-cours, se souvient Giovanni De Luna, un autre historien, de l'interdisciplinarité, de nouvelles façons de considérer les savoirs et la connaissance. Et Luisa Passerini, en se référant toujours aux expériences didactiques du 68 à Turin, elle nous dit que la question de la connaissance fut abordée dans les contre-cours où on étudiait de nouveaux thèmes qui jusqu'à ce moment avaient été complètement absents dans nos universités. Mais surtout, on créait des rapports tout à fait nouveaux avec le professeur et avec le livre. Et il nous semble similaire le cas de Palerme, reconstitué grâce au témoignage recueilli par Paolo Viola.
peut-être plus limitées, mais certainement destinées à trouver une place permanente dans les costumes académiques, sont les innovations, en première ligne les études d'histoire contemporaine, obtenues par les étudiants de Padoue, dans les souvenirs de Maurizio Gusso, un autre étudiant de dernière ligne, confié à Paola Caldognetto. Pendant cette période, j'ai vu le déroulement d'un mouvement. Et là, c'est le point de vue de Francesco Alberoni, qui a créé l'université critique, pour ainsi dire, de Trente. Et c'est le point de vue du professeur. Même jeune, mais un professeur. À Trente, les faits du 1968 qui conduisirent Francesco Alberoni à la direction de la faculté de sociologie sont encore aujourd'hui au fond d'une fracture très profonde dans la mémoire de ceux, professeurs ou étudiants, qui ont vécu ce moment. Et il s'agit de mémoires qui ne trouvent pas aucune recomposition. Les professeurs à l'université peuvent s'accorder sur la politique internationale, mais pour ce qui concerne les concours, pour ce qui concerne les leçons, pour ce qui concerne les étudiants, la facture est irréductible. Alors, il s'agit de mémoires qui ne trouvent pas aucune recomposition. Dans le souvenir d'Alberoni lui-même, l'organisation de séminaires dans son université critique devient une sorte de chambre de décompression des tensions engendrées par les instances étudiantes. Au début, pour occuper leurs esprits, j'avais inventé un système, il dit. J'avais partagé l'université en zones et j'avais organisé des séminaires. Chacun d'eux, les étudiants, avait un séminaire, quelque chose à faire. Il n'y avait pas de rassemblement, parce qu'il y avait tout ce groupe qui parlait et s'appliquait à des domaines très divers. Le souvenir de la gestion Alberoni est bien moins mythifié dans la mémoire de ceux qui ne participèrent pas à son université critique. Il est certainement négatif le souvenir de ceux qui ne partagèrent pas cette expérience, même si à l'époque ils opéraient dans la même faculté de sociologie, comme entre autres un autre jeune professeur qui avait l'âge de ses étudiants, le futur ministre Franco Bassanini. Et dans l'échec de l'expérience alberonienne, nous parle l'historien Giorgio Galli, à l'époque, lui aussi professeur, et après, je crois, le premier historien du phénomène de la lutte armée en Italie. Giorgio Galli soutient l'impossibilité de faire coexister les instances trop divergentes poursuivies par les acteurs en jeu. Giorgio Galli. Dans les mouvements étudiants, on parlait d'une Nanterre italienne. Le directeur Alberoni avait un projet tout à fait différent. Il voulait faire de l'université de Trente une université prestigieuse de la Mitteleuropa. Mais au début, l'idée de Kessler, le président de la province de Trente, soutenu par Flaminio Piccoli, qui avait créé cette université, était encore différente. Il voulait une faculté pour créer les sociologues que l'Italie du centre-gauche, dans une profonde transformation, elle demandait. On voyait bien qu'il était très difficile de garder ensemble ces trois conceptions si différentes, l'université de la Mitteleuropa, la Nanterre italienne, et l'université des cadres sociologiques et politiques. Il y avait une grande confusion, et on vivait au jour le jour. On va vers la conclusion. On aurait pu parler à propos de la contestation des professeurs, à propos de l'expérience alberonienne, l'université critique, et par contre la sortie du mouvement étudiant de l'université, Peter Schneider, les externistes, la CDS, etc. Mais j'arrive aux conclusions. Le travail politique, la lutte armée, ou bien le retour dans la sphère privée. 1 minute encore. Les projets alberoniens de créer à Trente un centre universitaire expérimental basé sur la tentative de cogestion entre professeurs et étudiants de 1969 dû faire face aux difficultés internes dont on a déjà parlé, et en plus aux conséquences des tensions engendrées par les contextes politiques et sociaux italiens dont on a entendu parler dans les jours, hier et aujourd'hui. Difficultés et tensions ont un impact avant tout sur les étudiants engagés dans les mouvements, engendrant une véritable diaspora des militants vers les plus grandes villes du nord de l'Italie, Turin, Fiat et Milan. Et ainsi, une partie du mouvement découvre d'être vulnérable aux appels et aux batailles combattues par d'autres et ailleurs. Mais qu'est-ce que vous faites à Trente? Vous perdez vos temps, venez à Milan, à la Pirelli, à la Bicocca, où il y a les vrais affrontements, la lutte, à Turin, à la Fiat. Et voilà l'appel de grandes villes dans les mots prononcés à Trente, c'est des citations, par les cadres les plus durs de la CGIL, le syndicat, un petit peu communiste et socialiste. Les Brigades Rouges ne sont pas nées ici. Nous avons trouvé une mémoire largement partagée, quoique avec certaines exceptions, on verra, au sujet de l'un des affaires les plus obscures de notre histoire récente. Et nous ne voulons pas l'effleurer, mais on veut un petit peu retenir quelque chose de la mémoire qu'on a de ce fait. Il s'agit d'un partage, pour ainsi dire, en négatif. Les Brigades Rouges ne sont pas nées à Trente.
avec la seule note dissonante de Aldo Ricci, et pourtant la lutte armée naît à Trente, mes chers. Presque tous les autres témoignages se concentrent sur la confutation de ces topos médiatiques. En Italie, tout le monde connecte l'université de Trente à la naissance de Brigade Rouge. Ce sera parce que, bon, du 12 fondeurs de Brigade Rouge, 6 étaient sociologues de l'université de Trente. Mais à Trente, rien ne s'est passé. Ça c'est vrai, tout ça s'est passé à Milan. En tout cas, il y a des débats. Avec la seule note très dissonante de Aldo Ricci, j'ai dit, beaucoup de nos témoins parlent du rôle secondaire dans les mouvements étudiants de ceux qui après, dans les années 69, 70 et 70, 12, etc., après vivront expérience de lutte armée. Si dans l'imaginaire national, la faculté de sociologie et les berceaux du terrorisme de BR, bien différents sont les souvenirs de la plupart de ceux qui ont été actifs à Trente. Citation. Il n'y a pas du terrorisme de gauche à Trente, ça c'est vrai, mais en début le terrorisme de droite, en 70-71, souligne Marco Boato. Se joue sur les relations entre continuité et discontinuité les témoignages de Renato Curcio, qui voit dans sa propre histoire, citation, ces deux aspects. Une discontinuité très forte, parce qu'il y a un déplacement dans les institutionnels de l'Université de Trente vers un choix, à Milan, qui se propose d'opérer à l'intérieur d'autres institutions. Mais il y a aussi une continuité profonde entre la culture acquise jusqu'à ce moment, à Trente, que j'ai mis au service de ce nouveau type de processus social. En termes plus généraux, mais sur la même longueur d'onde, se pose l'ancien professeur Sabino Acquaviva, qui nous a confié aussi ses archives. Trente était un laboratoire, citation, où se développait la culture qui apportait une rénovation négative et positive, imprévisible, improbable dans la société italienne à cette époque. Certains phénomènes ensuite ont été relancés à Turin, à Milan, à Padoue, mais certains d'autres sont nés à Trente, et tout le monde plus tard en a oublié la source. Certains personnages qui ont caractérisé cette révolte viennent de Trente. Ils sont nés à Trente, ils ont travaillé, étudié, et ils sont devenus révolutionnaires à Trente. Débat. Et encore vraiment, à la fin, le temps de la révolte est fini. Ah, je suis fatigué. Je suis devenu adulte, ça c'est pas moi. Bilan sur l'expérience du mouvement. Très net, dans l'indiquer une césure existentielle et le souvenir de Renato Curcio encore. Son expérience à Trente se termine avec la fin de l'expérience alberionienne, l'université critique de Francesco Alberoni. Constater que ces projets n'auraient pas une suite en face à une perspective bien peu séduisante, s'est produit le choix d'aller à l'aventure. Aller à l'aventure, pour ce qui me concerne, il dit, commence donc un parcours de vie bien différent, et on le sait. Mais presque un emblème, et enfin, pour Sabine Acquaviva, sa rencontre avec une ancienne étudiante, pendant une soirée brumeuse dans les rues de Padoue. Je rencontre une fille, désormais un peu vieillie, et je lui demande, et Sciences Po, et l'université? Bah, elle me répond, désormais le temps de la révolte est fini, je suis devenu adulte. Très bien. Alors nous allons enchaîner avec le quatrième exposé de Simon Ridley sur l'université de Berkeley, avec le cas du Free Speech Movement et la liberté d'expression à Berkeley aujourd'hui. Donc une réflexion hier, aujourd'hui. Vous avez la parole pour 20 minutes. Bonjour. Déjà, j'aimerais remercier forcément les organisateurs et les organisatrices du colloque, en particulier la Cité des Mémoires étudiantes, le GERM, et toutes les petites mains qui ont été très actives derrière, dans les coulisses. Et merci à tout le monde d'être présent. Donc, moi, je ne suis pas historien, je suis sociologue déjà, j'aimerais bien le préciser. Et c'est assez intéressant cette histoire des deux pôles dont tu parlais là, le pôle créatif et le pôle réalité. Effectivement, je pense qu'en 68, il se passait quelque chose d'assez exceptionnel pour la sociologie. Elle a subi elle-même un détournement en quelque sorte, et elle a oscillé entre le pôle terroriste et le pôle flic, en quelque sorte, on pourrait dire. En tout cas, Christine Ross, dans mai 68 et ses vies ultérieures, elle y va très fort contre la discipline sociologique, et c'est assez intéressant. Donc, moi, mon intervention là, je m'intéresse au Free Speech Movement
Et on va voir que je vais essayer de tenir l'équilibre et de jouer sur la corde raide et d'être à la fois peut-être terroriste et à la fois flic, malheureusement malgré moi, un petit peu. Donc le Free Speech Movement, on en parle, enfin tout le monde connaît, mais en même temps personne ne connaît. C'est un peu ce paradoxe-là. Donc en fait, il est consacré comme étant le premier mouvement étudiant de grande ampleur, mais dans un colloque en 1992 à San Francisco, on se rend compte que les historiens se rendent compte qu'il n'y a aucun livre d'histoire sérieux sur le Free Speech Movement, qu'il y a des livres qui sont parus à chaud, mais mis à part les livres qui sont parus à chaud en 1965, il n'y a aucun livre qui n'est paru depuis, ce qui démontre un certain trouble dans la mémoire et dans l'histoire elle-même. Donc, voilà, je vous mets une photo, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'université de Berkeley que ça a éclaté en 1964. Je vous mets cette photo que vous pouvez essayer de garder en mémoire vous-même et on reviendra dessus un peu à la fin. À l'avant, à côté du fanion, de la banderole Free Speech, je ne sais pas si on voit assez bien. À la droite, on voit Michael Rossman qui tient le fanion et Mario Savio. Là encore, il y a une polarisation, c'est la même chose. Mario Savio, c'est l'orateur exceptionnel du mouvement, mais c'est quelqu'un de très timide, très émotionnel, très à cheval sur les principes moraux. Il est bègue dans sa vie quotidienne, mais quand il prend la parole devant un auditoire, sa langue se délie. Et le Free Speech Movement, pour lui, c'est plus que juste la prise de parole d'un groupe, c'est sa propre prise de parole, sa propre lutte contre son bégaiement. Et à côté, on a Michael Rossman, donc lui, c'est quelqu'un qui fait le lien entre le mouvement, entre le Free Speech Movement, en tout cas, et ce qui vient un peu après, le mouvement hippie. Il participe beaucoup Enfin, c'est quelqu'un qui adore le camping, il a fait un tour des universités des États-Unis en campant sur les campus et en faisant de l'activisme, mêlant activisme et camping. Et il était aussi fan de LSD et d'autres produits stupéfiants dans le genre pour lui permettre d'avoir des expériences qu'il estimait transcendantales. Voilà un petit peu pour les anecdotes. C'est important. Donc, j'ai envie de me focaliser sur la question saillante, en fait, la question de la récupération. Et là, je vais me tourner vers 68 et Nanterre, parce que je suis aussi, moi, ma thèse porte en fait sur deux mouvements, sur le Free Speech Movement et sur le mouvement du 22 mars à Nanterre. Et donc, je fais un peu une sociologie historique comparative, à la fois diachronique et synchronique, pour aller très rapidement sur les questions méthodologiques. Et là, je vous ai mis une petite citation du bulletin du mouvement du 22 mars, intitulé bulletin 54940 bis, supplément au numéro 5494, c'est un peu cryptique. Il nous dit, je cite, donc si toute contestation révolutionnaire d'un pouvoir est l'expression d'une créativité qui s'y oppose, la récupération de cette contestation par le pouvoir est la négation de la contestation, c'est la négation de la créativité qui s'exprime à travers elle. Et dans l'exemple des graffitis, on a vu l'administration s'élever non pas contre le texte, mais contre la forme des slogans. Pourquoi ? Tous les contenus culturels peuvent être récupérés par le pouvoir. Bon, donc la question de la récupération est omniprésente et on y est aujourd'hui. 68, il commémore, on recommence, etc. C'est la question la plus importante, à mon avis. On trouve Bombay, rue d'Ulm, abat les groupuscules récupérateurs. Et on trouve aussi vigilance, les récupérateurs sont parmi nous. Anéantissez donc à jamais tout ce qui peut détruire un jour votre ouvrage de Sade. Et ça, c'est sur les murs à la Sorbonne, ça affiché. Pour preuve, j'ai trouvé l'affiche dans le livre de René Viennet. Donc on pourra parler, j'imagine, un petit peu plus de récupération demain, vu le programme, avec parce que là, c'est signé le Comité enragé international situationniste. Bon, il faut savoir qu'il y a énormément de débats et de controverses autour de la récupération, notamment avec Henri Lefebvre. On en parlera, j'imagine, plus demain au vu du programme. Mais bon, Henri Lefebvre appuie sur le fait que les idées ne sont pas récupérables, elles sont libres et elles circulent. On a beaucoup parlé de la circulation des idées, et évidemment, elles se transforment pendant ce processus. Et voilà, donc, je vous ai mis la page, le verso du plat, en tout cas du bulletin précité. Et c'est le fameux bulletin avec la recette de cocktail Molotov qui a fait couler beaucoup d'encre. Notamment tout ce qui est écrit à l'intérieur du bulletin a été complètement oublié parce qu'il y a un cocktail Molotov au verso de ce bulletin étudiant
le bulletin est écrit après les vacances de Pâques, après l'occupation du bâtiment administratif lors du 22 mars par les 142 occupants-occupantes. Et en fait, on retrouve le New York Review, of Books, c'est une revue, on va dire critique chic, c'est comme ça que ça s'appelait, du début de la Nouvelle Gauche, dans lequel écrivent des gens comme Hannah Arendt, par exemple, qui est par ailleurs lié à Cohn-Bendit, puisqu'ils sont dans le même cercle parisien. On retrouve donc en 1967 déjà sur la couverture là, de leur revue une recette du même cocktail Molotov avec un graphisme de bien meilleure qualité, on peut le dire, je pense. Donc, et en plus, bon voilà, ce qui est aussi assez significatif, c'est qu'il y a Tom Hayden qui parle dedans. Tom Hayden était quand même très connu pour notamment sa participation au Port Huron Statement, qui signe un peu la naissance du SDS américain, entre autres. Voilà. Donc la récupération, en fait, elle est de tous bords. Donc le FSM de Berkeley, je voulais juste vous expliquer que c'est pas vraiment un prototype, même s'il a été dépeint comme le premier grand mouvement étudiant. En fait, il a été dépeint comme une invention politique par un rapport commandé au président Nixon. Suite, en fait, le rapport date de 1970, et en fait, le rapport vient après les massacres à Kent State University, où la garde nationale ouvre le feu sur les étudiants et étudiantes, tue au moins 4 personnes et fait 9 blessés très graves. Et après quoi, Nixon commande un rapport sur les violences sur les campus, et Berkeley est considéré comme l'invention. Dès qu'ils parlent de contestation étudiante, et en fait ils utilisent le terme Berkeley Invention. Et il est assez drôle aussi de noter que les gens qui ont écrit ce rapport sont nul autre que les enseignants de sociologie de l'université de Berkeley, qui se sont eux-mêmes posés à un moment donné comme représentants du mouvement étudiant, et qui ont essayé de négocier pour les étudiants avec l'administration universitaire, et en fait qui se sont fait rejeter par les étudiants qui ne reconnaissaient pas du tout leur légitimité. Et donc c'est Simon Martin Lipset et Nathan Glazer par exemple, et un autre, Lewis Fewer, qui étaient considérés comme étant à gauche américaine, gauche libérale à l'époque, qui sont passés de l'autre côté très largement aujourd'hui. En fait, on voit que donc, Berkeley n'est pas du tout une invention, hein, les mouvements étudiants existent depuis bien longtemps, vous le savez bien. En 1962, à Chicago, il y a un sit-in organisé par les étudiants de corps, et là aussi la récupération est mise. Je trouvais ça assez drôle parce qu'en regardant 2 secondes sur Wikipédia, Bernie Sanders, c'est la première chose qu'il met sur sa page, c'est j'ai été participant à corps, j'étais dans ce mouvement. Donc c'est assez cocasse. En réalité, les mouvements, le Free Speech Movement, il récupère lui-même la contestation noire américaine. Il y a le Greensboro Sit-in qui est très connu en 1960 à Wordsworth. C'est pas une université, c'est des étudiants qui vont dans les magasins, qui vont dans les lieux interdits aux noirs et qui créent scandale. Mais en fait, en 1942 déjà, il y avait un sit-in à l'université de Chicago. C'est pour dire un peu. C'est dommage que Caroline Roland-Damon ne soit pas là, j'aurais aimé discuter avec elle, mais bon. Et il faut savoir aussi que the movement, quand on parle de mouvement, en fait, ça fait référence, la première fois que le mouvement a été utilisé comme terme, c'est pour parler de la grande migration des Noirs du sud des États-Unis qui sortaient de l'esclavage, qui allaient rejoindre les villes du Nord. Et donc, quand on parle d'un mouvement, en fait, ça fait référence à un véritable mouvement matériel, en quelque sorte, et réel. Donc c'est assez intéressant, et là je vous renvoie à un historien qui s'appelle Davarian Baldwin qui écrit là-dessus, c'est très intéressant. Donc bon, en France, pour la circulation, le Free Speech Movement, enfin déjà socialisme et barbarie, il commence à écrire sur les mouvements étudiants très tôt, dans les années 1964, et donc là il y a un article signé « Les étudiants de socialisme ou barbarie », je ne sais pas qui c'est, si quelqu'un peut me donner une piste, je serais reconnaissant.
Il signe une chronique du mouvement étudiant et pose la question d'une nouvelle décolonisation du monde syndical étudiant vis-à-vis du syndicalisme traditionnel, bureaucratique et réformiste. Et en 1965, Socialisme, Barbarie et Heureux traduit et publie une brochure du journal socialiste libertaire britannique Solidarity, qui consiste en un texte de l'activiste Bob Potter, dont le titre est traduit par La rébellion des étudiants à la bataille de l'université de Berkeley, et c'est un article auquel succède un document intitulé La mentalité de Clark Kerr. Clark Kerr, c'est le président de l'université de Berkeley, qui est le théoricien de la multiversité, ce qui est assez important, on le verra par la suite. Donc, en fait, ce que les étudiants à Berkeley demandent n'est pas quelque chose de très radical. En fait, on est au début des années 60. Franchement, tout ce qu'ils demandent, c'est le droit à l'activité politique libre sur le campus et hors du campus. Parce qu'effectivement, le campus s'octroie le droit de discipliner, donc puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, de discipliner les étudiants même pour leurs activités politiques qui ne se déroulent pas sur le campus. Donc, par exemple, les étudiants allaient monter un piquet de grève devant le Oakland Tribune, qui est un journal plutôt à droite dans la ville d'Oakland, qui n'est pas très loin de Berkeley, au sud de la baie de San Francisco. S'ils allaient faire ça, eh ben, ils encouraient des sanctions en fait, à l'université. Et puis il faut savoir aussi qu'évidemment, le Oakland Tribune, il appartient à la famille Hearst, la grande famille Hearst qui finance grandement l'université et qui ne veut pas forcément avoir des étudiants en train de remettre en cause sa posture de discrimination, en tout cas si ce n'est raciste, aux gros jours. Donc voilà pour ça. Et donc ça, c'est la naissance du Free Speech Movement. C'est vraiment cette question de liberté d'expression politique. Et bon, pour les quelques juristes qui sont là, évidemment, il y a une hiérarchie des normes. Aux États-Unis, la première liberté de toutes, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté de laquelle peuvent découler toutes les autres libertés. Donc, comment est-ce qu'un règlement universitaire peut, en fait, dans la hiérarchie des normes, s'opposer à la Constitution américaine, qui est le sacro-saint pour tout Américain. Voilà un petit peu, donc ça c'est un des points clés. Deuxièmement, donc c'est la nouvelle classe, l'apparence des nouvelles gauches et de ses alliés, donc c'est ce qu'on a dit un peu. Et là, je voulais parler très rapidement des questions de génération qu'on a soulevées hier. Est-ce qu'il y avait des conflits de génération ou pas? Moi, je pense pas du tout, étant donné qu'il y avait des vraies alliances entre des 68 tard et des 68 tôt, pour reprendre les classifications de Jean-Philippe. Et Hal Draper, notamment, il a écrit, c'est un trotskiste qui a théorisé le Socialism from Below. Il était bibliothécaire à Berkeley et il était très influent. Et il a écrit un livre et plusieurs articles, notamment avec des membres du Free Speech Movement. Et notamment un livre où il analyse le livre de Clark Kerr qui s'appelle The Uses of the University, qui est un livre totalement utilitariste qui voit l'arrivée d'une nouvelle université industrielle qui doit juste servir à permettre la formation là en l'occurrence pour les sociologues en tout cas, d'ingénieurs sociaux au service de l'État ou de toute demande de l'industrie. Et Hal Draper critique ça très, très fortement, mais il n'a pas le droit de le faire sur le campus. Il a le droit de publier un pamphlet qui ne peut pas être diffusé sur le campus, et il n'a pas le droit de parler sur le campus, il est obligé de parler à l'extérieur du campus. Et lui, il est très véhément, et il parle d'une nouvelle forme d'esclavage. Pour lui, l'étudiant est un esclave moderne. En tout cas, en réalité, la question la plus importante de la fin du 19e, c'est la question de l'enseignement vocationnel ou libéral élitiste. Et en réalité, c'est lié à la question d'émancipation des Noirs. Qu'est-ce qu'on fait en fait après la guerre de ségrégation, de sécession, pardon. Il y a la grande question qui s'est soulevée aux États-Unis, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les Noirs? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller à l'université? Et c'est cette question qui débouche sur le Free Speech Movement. Elle est représentée par encore une autre division polaire entre Booker T. Washington, qui forme la Tuskegee Institute, et pour lui, il faut attendre, les gens s'émanciperont dans 150 ans, 200 ans, 300 ans, le temps qu'il faudra, mais ça va prendre du temps en fait. Et les Noirs s'émanciperont s'ils acceptent de jouer au jeu des Blancs et des classes dominantes blanches. De l'autre côté, il y a
Webb Du Bois, évidemment, qui est un des penseurs les plus importants du 19e et du 20e siècle, à mon avis. Et pour lui, il a une pensée élitiste. Pour lui, il faut ce qu'il appelle le talented tenth. Il faut que les 10% les plus riches, les plus intelligents, puissent avoir accès justement aux institutions riches et à l'enseignement libéral des humanités, qui sont par définition non utilitaristes. Grosso modo, c'est ça. Donc lui, il est beaucoup plus militant puisqu'il ne peut pas avoir un poste à l'université. En fait, il est sociologue, c'est le premier noir à avoir soutenu une thèse, mais il n'obtient pas le droit d'aller à l'université. Enfin, il n'est pas recruté, notamment parce que Booker T. Washington a choisi de recruter quelqu'un qui s'appelle Robert Erzа Park à sa place. Ok, d'accord. Je vais aller un peu plus vite alors pour en arriver à la police. Donc bon, là je vous avais mis une photo du sit-in où Savio prend la parole sur la voiture de police, c'est très connu. Je vous renverrai plein de références si vous souhaitez. Donc l'université devient vraiment une arène publique pour les mouvements des droits civiques. James Baldwin, il fait un discours en 1963, Malcolm X qui a interdit de campus en 61 par la Berkeley en 63 aussi, donc Stokely Carmichael en 66, le Black Power qui naît qui arrive à l'université de Berkeley, qu'il appelle un ghetto intellectuel blanc. Et finalement, Martin Luther King, un an avant son décès, un petit peu moins, il fait aussi un très beau speech. Vous pouvez tous les voir en ligne, les écouter en ligne, je vous les recommande fortement. Mais depuis, en fait, il y a eu, contrairement à ce qu'espérait Martin Luther King, il y a eu un long backlash blanc. Donc Ronald Reagan a lancé sa carrière politique sur le dos d'une répression de Berkeley. Son slogan de campagne, c'est « Clean up that mess at Berkeley », nettoyer le foutoir de Berkeley. Et la première chose qu'il fait quand il arrive au pouvoir en tant que gouverneur de Californie, c'est qu'il licencie Clark Kerr, qui est malgré le fait qu'il soit un président d'université très libéral, il a quand même apporté son soutien d'une manière ou d'une autre aux étudiants. Et le mouvement prend de l'ampleur, se radicalise contre la guerre du Vietnam, et James Rector, un étudiant, est tué par la garde nationale. Donc, pour faire un grand saut dans le temps, donc, la discrimination positive, elle est interdite finalement en 1996 aux États-Unis. Elle est interdite pour les universités publiques, pas pour les universités privées. Donc Berkeley n'a pas le droit de faire de la discrimination positive, alors qu'une université comme Stanford a parfaitement le droit, puisqu'elle est privée, elle fait ce qu'elle veut. Mais en réalité, ce qui s'est passé à Berkeley, en un an, le nombre d'étudiants de couleur est divisé par 2. Donc aujourd'hui, il y a 3% de noirs sur le campus, 11% de latinos, 0,5% de Native Americans. Donc c'est très très peu en fait, il n'y a quasiment aucune visibilité des étudiants noirs. C'est pour ça qu'ils font un Black Wednesday aujourd'hui, une fois par mois. Les étudiants noirs font de l'activisme sur le campus, font de la musique, des activités culturelles. Ils essaient de s'approprier un peu l'espace parce qu'ils sont très peu visibles. Et en plus, c'est dans un contexte de forte inégalité spatiale en Californie, qui est un des États les plus divisés au monde, avec une très très grande richesse d'un côté, en partie grâce ou à cause des industries de la tech qui donnent des salaires absolument fantastiques. Moi, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui m'a dit « mais t'es chercheur ?» Je lui ai dit « oui », il me fait « t'es payé combien ?» Je lui ai pas dit. Et lui, il m'a dit qu'ici, dans la tech, c'était un Français qui avait quitté l'enseignement supérieur en France et qui touchait un salaire de $150 000 par an pour son premier emploi là-bas. Bon, c'est juste par comparaison, $150 000, moi ça me fait 15 ans de thèse, je sais pas. Bref. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'université est devenue, depuis l'élection de Trump, un véritable champ de bataille pour ce qu'on appelle l'alt-right, cette droite alternative qui bat son nom, qui est une extrême droite dure, qui a lancé un véritable assaut sur la liberté d'expression et sur l'héritage du Free Speech Movement. Donc, des groupes d'extrême droite qui revendiquent un État ethno-racial blanc recrutent ouvertement, depuis l'élection de Trump, sur le campus de Berkeley, d'où un groupe qui s'appelle Identity Europa. La ville de Berkeley a été ciblée par l'extrême droite en tant que bastion justement du libéralisme américain, et donc ils ont fait plusieurs marches suivies de free speech rallies organisées par l'extrême droite en soutien de Trump au Martin Luther King Park de tout endroit.
c'est assez dur de voir ça quand on va aux États-Unis et qu'on s'attend à avoir une Californie progressiste et qu'on tombe sur un État fortement divisé avec une forte propension de personnes ouvertement racistes. C'est assez dur. Donc ils invitent des gens pour venir parler, des figures de l'extrême droite comme Ann Coulter, Ben Shapiro et Milo Yiannopoulos, qui est quelqu'un qui a été payé récemment pour écrire un livre. Il a reçu $225 000 pour écrire un livre qu'il n'a pas lui-même écrit et qu'on peut trouver une version non éditée sur Internet. Il y a environ une faute d'orthographe par phrase, grosso modo. Néanmoins, il y a quand même une présence antifasciste dans la Bay Area, qui est traditionnellement un fort lieu de l'anarchisme, en tout cas aux États-Unis, de la Big Generation, on pourra encore en parler demain. Elle se plaît à se penser comme étant la ville la plus culturelle des États-Unis. Elle se compare beaucoup à Paris, c'est assez intéressant aussi dans cet aspect-là. Et donc il y a des groupes, il y a Antifa, il y a un groupe qui s'appelle By Any Means Necessary, il y a Black Lives Matter qui sont très présents. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Revcom, qui est un groupe assez intéressant de communistes révolutionnaires, maoïstes, New Age, qui ont une bibliothèque juste à côté de l'université dans la rue d'en face et qui essayent de faire du militantisme sur le campus. Et il y a aussi beaucoup de prêcheurs indépendants aussi qui viennent sur le campus parler, des gens qui sont un peu farfelus, un peu perchés, assez intéressant. Moi j'ai rencontré quelqu'un qui est décédé maintenant, mais il y a dans le People's Park, il y a quelqu'un qui s'appelait le Hate Man, qui prêchait la haine de l'autre, l'acceptation de la haine de l'autre, justement au sein de la Californie, ce grand lieu de l'amour. Donc c'était assez intéressant. Et c'était un journaliste au New York Times dans les années 60. Il a quitté son poste pour aller habiter dans un parc et prendre de l'héroïne, grosso modo, si j'ai bien compris. Je voulais vous parler là, c'était un peu plus mon aspect flic. Là, moi j'ai suivi le Black Bloc là-bas, parce qu'il y a un Black Bloc qui est venu, parce que Milo Yiannopoulos, donc justement l'agitateur qui a écrit ce livre foireux qui s'appelle Dangerous, est venu faire un Dangerous Faggot Tour, c'est comme ça qu'il a appelé ça, des campus américains, où il faisait en gros un grand spectacle, c'est un grand spectacle absolument raciste, homophobe, antiféministe, où son but était de outer, comme ils disent, les gens, ça marche beaucoup sur Internet, et en fait il fait un grand spectacle, et il y a eu tout un débat sur est-ce qu'il faut laisser les fascistes parler sur le campus, ou est-ce qu'il faut les interdire. Il a été interdit, il n'a pas été interdit, l'université a apporté son soutien, même en payant même pour beaucoup de sécurité, beaucoup de police, en dépensant des millions de dollars pour ce faire. Il a été bloqué par des militants du Black Bloc qui sont venus, qui ont cassé 2-3 vitres, qui ont cramé un ou deux lampadaires, et bon, ça a fait le buzz. Vous avez peut-être vu ça dans la presse. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez lire ma thèse un jour. Mais en tout cas, cette extrême droite, elle est très présente, et il crée des mémés où il se crée des personnages. Ce sont des gens qui se voient comme des patriotes, comme des héros de l'Amérique autoproclamés, comme des défenseurs de la liberté d'expression. Ils créent toute une panoplie, ils se voient vraiment comme des comics, comme s'ils étaient dans un film de super-héros qui sont très à la mode en ce moment. Et donc là, il y a Base Stickman, si vous le recherchez, vous le trouverez sur Internet. On peut acheter son bouclier, on peut acheter toute sa panoplie si on veut, et essayer d'être comme eux. Et cette véritable question de la technologie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puisqu'ils se filment en train de faire des violences, et ces violences sont filmées, mais visiblement il y a très peu de réactions de la police, ou en tout cas les sanctions sont dérisoires par rapport au buzz qui crée ces gens sur Internet et aux revenus financiers qu'ils en tirent. Cet homme-là, parce qu'il a frappé des gens dans une manifestation, il a gagné plusieurs centaines de milliers de dollars en vendant divers produits à son effigie. Donc c'est absolument fou. Les gens en manifestation là-bas vont tous avec leur téléphone portable ou une GoPro, et ils sont en train de se filmer en permanence et en train de faire des commentaires à chaud en permanence. Et en fait, ils sont tous en train d'évoquer la liberté d'expression, quand aucun d'entre eux n'a la moindre connaissance de ce qui s'est passé visiblement dans leur université il y a une 50aine d'années. Et là à droite, vous avez les Proud Boys qui vont dans toutes ces manifestations d'extrême droite qui étaient à Charlottesville par exemple, et qui sont ouvertement pour un État ethno-racial, et qui s'entraînent dans le désert de la Californie du Sud. Là aussi, il y a une grande division entre Californie du Nord, intellectuelle, hippie, Californie du Sud, plutôt
on va dire, moins intelligente en tout cas, et beaucoup plus raciste. Eux, dans le désert, s'entraînent avec des mitraillettes, ils attendent la guerre, ils y croient vraiment, ce sont des libertariens. Donc eux, ils se sont réappropriés le free speech, dont la banderole du début, donc pour leur Patriots Day. Ça a fait beaucoup de peine aux militants du free speech. Donc là, j'ai parlé avec lui pendant environ 2 heures à cet homme avec son panneau de free speech, et il m'a expliqué toute son idéologie. Il est anarcho-capitaliste, libertarien, et il a voté pour Trump. Pour lui, c'est très logique, et moi, j'ai eu du mal à comprendre, franchement. Et à côté, on a un étudiant de Berkeley habillé avec toute la panoplie, donc le chapeau Make America Great Again. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais qui est une référence en fait directe au McCarthyisme, au retour à une société des États-Unis des années 50 totalement réactionnaire. Il se revendique de ça, et avec un super t-shirt Trump avec des explosions derrière, le drapeau américain sur un tank. Et lui, il m'a expliqué longuement tous les sites où il faut que j'aille pour me procurer cette super panoplie de l'étudiant aujourd'hui qui est en train de se battre pour la liberté d'expression. Voilà.